Si je vous dis femme politique, vous pensez à qui ? Bon, malgré notre régime représentatif, les femmes, en politique, elles sont pas si présentes. C'est de mieux en mieux, notamment grâce aux lois sur la parité, mais cette parité justement, elle n'est pas encore totalement atteinte. Et ça ne semble pas vraiment aller dans le bon sens. Pourtant, c'est depuis 1944 que les femmes ont le droit de voter, mais aussi de se présenter aux différentes élections. Aujourd'hui, elles représentent seulement 36% des élus à l'Assemblée ou au Sénat, ou encore 20% des maires. Les élections de liste, comme les européennes, sont souvent prises pour exemple. Elles ont envoyé 49,6% de femmes eurodéputés à Bruxelles. Les conseillers départementaux sont aussi parfaitement paritaires, et pour cause, il s'agit d'un scrutin binominal et obligatoirement composé d'un homme et d'une femme. Et vous le savez déjà, mais bon, je vais quand même le dire, aucune femme n'a jamais été élue présidente de la République. Et seulement 2 ont été nommées première ministre, Edith Cresson et Elisabeth Borne. Mais alors, pourquoi on en est encore là ? Pourquoi les femmes, qui représentent pourtant plus de 51% de la population française, ne sont pas mieux représentées dans la sphère politique ? Pour tenter de comprendre, nous avons rencontré Léa Chamboncel, fondatrice du média Popol, un média qui propose un regard féministe sur la politique. En 2022, elle publie Plus de femmes en politique. Dans ce livre, elle interroge 59 femmes de différents bords politiques, exerçant à différentes échelles et sur différents territoires, pour comprendre ce qui bloque sur le chemin de la parité. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, ça partait d'une intuition. C'est le sentiment que être une femme en politique, c'était pas forcément quelque chose d'anodin. Et j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui faisait que c'était presque une anomalie. Et au fur et à mesure des interviews, j'ai été frappée par la similitude des expériences. Je me suis beaucoup intéressée aux freins et aux facteurs qui pourraient expliquer cette sous-représentativité qui est réellement systémique. Et en fait, il y en a beaucoup. Je ne peux pas faire une liste exhaustive, mais il y a bien évidemment le sexisme en politique, le fait que les instances politiques, mais aussi notamment les partis politiques, ne soient pas forcément des lieux très accueillants pour les femmes. On parle souvent des violences sexuelles et sexistes au sein même des partis et des institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat ou autres. Il y a aussi le fait que le temps politique est conçu sur du temps libre. Les décisions les plus importantes sont rarement prises lors des rendez-vous, des meetings officiels, mais souvent plus après, en marge de ces rencontres. Pour beaucoup de femmes, c'est très difficile de pouvoir dégager du temps, notamment lorsque elles sont mères de famille et aussi surtout lorsqu'elles sont en situation de monoparentalité. Il y a vraiment une culture et des codes qui sont virils. D'ailleurs, c'est assez marquant de voir à quel point c'est de plus en plus prégnant dans les instances politiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a cette volonté d'imaginer le pouvoir politique comme quelque chose de très dominant, de très excluant. Après, il y a aussi le gros problème des représentations genrées qu'on peut avoir, d'où l'importance des rôles modèles en politique notamment. On considère que finalement les femmes n'ont pas à s'intéresser aux affaires publiques, enfin, on l'a considéré pendant très longtemps, et malheureusement c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Et quand bien même certaines femmes arrivent à accéder à des instances de pouvoir, elles sont souvent cantonnées à des rôles très genrés. Par exemple, on voit que dans les conseils municipaux, ce sont rarement des femmes qui sont aux travaux publics, au budget ou autres, et qu'on va leur proposer des délégations à la petite enfance, à l'éducation, etc. Je pense que tant qu'on aura encore ces répartitions genrées des compétences au sein des instances politiques, les femmes ne pourront pas totalement s'épanouir et faire précisément ce qu'elles ont envie de faire. Il n'est pas forcément évident quand on est une femme d'accéder au pouvoir, mais il y a une autre difficulté, c'est qu'il faut aussi pouvoir s'y maintenir. Cette présomption d'incompétence, les violences, la réalité d'un milieu qui vous méprise. Et aussi, pour certaines, c'est très difficile de rester soi-même, puisque la politique vous change. Certaines sont même surprises. J'ai une petite anecdote que j'aime bien partager, c'est quand j'ai interviewé Manon Aubry pour cet ouvrage, elle m'a dit qu'elle était consciente de ce risque. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit une lettre avec toutes ces lignes rouges à ne pas franchir, pour rester elle-même. Et cette lettre, elle l'a partagée avec plusieurs amis, qui sont plus ou moins garants et garantes de ces lignes rouges. Et je trouvais ça très intéressant. Et c'est aussi ça la réalité du pouvoir politique. Pour beaucoup, c'est tellement difficile de s'y maintenir qu'elles ne trouvent pas d'autre solution que de composer avec les codes dominants et fondamentalement virilistes. Pour tenter de contrer ce système, plusieurs séries de lois sur la parité ont émergé dans les années 2000. Ce sont elles, par exemple, qui exigent qu'un nom sur 2 dans les scrutins de liste soit celui d'une femme, ou encore que chaque parti présente autant d'hommes que de femmes aux élections législatives. Les lois sur la parité ont fondamentalement changé la donne. Je prends l'Assemblée nationale, puisque c'est là où c'était le plus parlant. On est passé de moins de 10% à près de 20% en quelques années, ce qui était révolutionnaire pour le coup, parce qu'on stagnait à en dessous de 10%.
30% pendant des décennies en fait. Le problème c'est que pour certaines, elles ne sont pas forcément suffisamment efficaces. Et je pense plus particulièrement à la loi sur la parité pour les élections législatives, dont la sanction en fait se traduit par une amende aux partis politiques qui ne présentent pas autant de femmes et autant d'hommes aux élections. Néanmoins, les partis politiques qui jouent le jeu, parce que tous ne le jouent pas, certains préfèrent payer des amendes, ont trouvé une petite façon de contourner le système qui consiste à investir des femmes sur des circonscriptions non gagnantes. Il y a des mécanismes qui peuvent permettre justement de dépasser ça, et je pense plus particulièrement au scrutin de liste, puisque n'importe quel parti politique qui souhaite enregistrer une liste pour un scrutin de liste quel qu'il soit a l'obligation de présenter 50% de femmes et 50% d'hommes, sinon la liste n'est pas enregistrée. Donc c'est quand même beaucoup plus dissuasif pour les partis politiques. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir à un système similaire pour les élections législatives notamment. Malgré ces lois sur la parité, la représentation des femmes en politique n'est toujours pas satisfaisante ni acquise. On peut même constater un recul à l'Assemblée nationale ces dernières années, et les lois n'ont pas prévu une telle régression. Enfin, ça a été déjà le cas en 2022 avec les élections législatives. Ça a reculé d'un point. Cette place des femmes sur les bancs de l'Assemblée nationale a également reculé à nouveau en 2024 avec les législatives qui ont été organisées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai vu finalement assez peu d'indignation à cet égard. Enfin, bien sûr qu'il y a certaines, pour le coup, qui l'ont fait remarquer, mais c'est passé un peu en dessous des radars, comme si finalement c'était pas vraiment un problème, et que finalement la parité était quelque chose qui était acquise à partir du moment où on avait mis les lois en place, et que au fur et à mesure des élections, la place des femmes sur les bancs de l'Assemblée nationale et ou dans d'autres institutions a été de plus en plus importante. Pendant très longtemps, la question de la parité en politique a été un thème de campagne central, notamment des élections présidentielles. En 2022, ce n'était plus un thème de campagne. Il faut que ça redevienne un thème central, en fait. Je pense pas que ça suffira. Le travail se fait aussi, évidemment, à d'autres niveaux. L'éducation joue beaucoup. Le fait que nous soyons dans une société profondément marquée par le patriarcat joue énormément. Il faut aussi créer des endroits où on a envie de s'investir. Des partis politiques parfaitement exemplaires sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein même de leurs instances. Il faut aussi que les médias visibilisent les femmes. Il faut lutter contre les violences en ligne, puisque les femmes en politique sont davantage touchées que les hommes et ciblent des attaques du cyberharcèlement notamment. En fait, il faut créer toutes les conditions qui permettent à toute personne socialement dominée de pouvoir s'investir en politique afin que notre démocratie soit vraiment une démocratie digne de ce nom.